Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Motomag, la seule chaîne 100% sans langue de bois pour cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomag. Aujourd'hui consacrée à une moto rarissime. Vous vous dites, c'est une 1000 cm3, elle a un double optique à l'avant, c'est une sportive, c'est un 4 cylindres en ligne et pourtant c'est une moto rarissime. Mesdames et messieurs, voici la Triumph 1000 Daytona. Vous connaissez mon goût pour les nanars, les motos incomprises, les grandes oubliées de l'histoire. Celle-ci, c'en est une, elle mérite même une place sur le podium. Pourtant, on dirait une Daytona, mais elle a quelque chose de spécial. Petit retour en arrière. En 1990, la marque Triumph, qui était un petit peu en jachère depuis le début des années 80, elle avait été rachetée, et ça mérite aussi un autre apéro, par un Britannique qui faisait des bonnes villes avec des pièces et des composants japonais, ça j'en parlerai un peu une autre fois. Et puis en 87-8, la licence n'est pas reconduite et la marque est rachetée par John Bloor qui possède toujours l'usine aujourd'hui avec son fils Nick qui est aux commandes. Et donc après ces triomphes Bonneville, les fameuses Les Harris construites avec des composants japonais, des périphériques japonais, Bloor rachète la marque, a un grand plan et 2 ans après, en 90, il présente ce que sera la nouvelle marque Triumph et la nouvelle gamme des motos Triumph. À l'époque, il est hors de question que Triumph s'intéresse à son passé. Pourquoi? Parce que le passé de Triumph, il est prestigieux, mais l'industrie britannique des années 70, elle est compliquée, c'est des grèves à répétition, c'est des produits mal finis, pas fiables, qui se vendent plus, qui sont complètement dépassés face à l'arrivée des motos japonaises, et donc il est hors de question que Triumph ne soit pas une marque moderne. Triumph est tellement une marque moderne qu'ils vont se distinguer à 2 égards. Le premier, c'est qu'ils vont inventer finalement parmi les premiers le principe de modularité, c'est-à-dire qu'on a un maximum d'éléments communs entre toutes les motos de la gamme, et puis ensuite on fait varier un petit peu à la marge les composants et les process, mais ça permet de rationaliser un maximum l'outil industriel. C'est ce que fait le groupe Volkswagen depuis des années, mais en tout cas Triumph dans la moto a été un des premiers à faire ça. On pense aux Japonais qui eux faisaient le contraire, ils faisaient des moteurs géniaux, ils les mettaient dans une machine, puis ils faisaient un autre moteur génial dans une autre moto. Triumph c'est pas ça, ils font 2 moteurs de base, un 750 3 cylindres, un 900 3 cylindres. De ces 2 blocs seront extrapolés des 4 cylindres. Vous rajoutez un piston, même taille, même dimension, même embiellage, même vilebrequin, même chose globalement. Même embiellage, surtout le vélo est un peu plus large forcément. Le 900 en 4 cylindres, il passe en 12 et le 750 en 4 cylindres, il passe en 1000. C'est une rationalisation industrielle absolue. Ce qui est intéressant sur cette 1000 cm3, c'est que contrairement aux autres moteurs, les 900, les 1200 et dans une moindre mesure les 750, le 1000 ne sera vu que sur la Daytona. Et cette 1000 Daytona, pour en voir une, il fallait se lever tôt. Elle est présentée au Salon de Paris fin 1991, elle est commercialisée en fin d'année, ainsi qu'en 1992 et en 1993. Rideau, elle disparaît du catalogue, c'est dire si ça a été un succès foudroyant. Il semblerait, d'après nos sources, qu'il y en aurait eu environ 60 exemplaires seulement en France. Elle existe en rouge, elle existe en noir. Il y a des modèles bleu, blanc et noir qui ont été présentés à la presse, ils n'ont jamais été produits. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien la gueule, c'est à la fois un peu agressif, un peu classe, un petit peu chic, un petit peu sportif, un mélange subtil de tout ça, on sent bien la patte anglaise et surtout c'est une moto à sa conception qui est très moderne. On commence par l'avant, les freins ce sont les mêmes étriers Nissin qu'il y a sur les 900 CBR de l'époque, c'est donc du bon matos. Le moteur, Triumph a choisi un moteur à course courte, donc on est plus du tout dans les moteurs anglais à l'ancienne, donc on est sur du 76 par 55 mm. Et puis le châssis c'est une épine dorsale, le brossillon est costaud en section carrée, les pneus sont de taille plutôt raisonnable, 170 à l'arrière, 120 devant. On est sur une moto qui est moderne pour l'époque. Les chiffres en France, 100 chevaux bien évidemment, 88 Nm de couple, 4 carbus japonais de 36 mm. C'est une sportive qui n'a pas grand-chose à envier aux autres sportifs de l'époque, à part peut-être quelque chose. Elle fait effectivement 235 kg à sec, il y a 25 litres d'essence, il y a beaucoup d'eau, tout ça est haut placé. Et avec les pleins, on est, monsieur, dame, accrochez-vous, 268 kg la sportive, c'est une putain d'enclume. Alors évidemment, sur le papier, ça le fait à peu près, sauf quand on regarde évidemment la valeur de poids. Le problème, c'est qu'en 92, on avait de la FZR 1000, on avait de la GSX-R 1100, on avait, chez Kawa, c'est un peu bizarre, on avait les ZZR qui étaient un peu entre deux eaux, pareil chez Honda, sauf que
avec les 1000, sauf que Honda va sortir aussi la CBR 900. Et là, en fait, en vrai, en dynamique, la pauvre Daytona 1000 se prend une gigantesque claque. Non pas qu'elle ne soit pas intéressante à conduire, c'est une moto qui est faite pour les grands. Il y a des images de moi, parce que j'ai eu la chance de rouler dessus, en train de rouler. Vous voyez qu'on est plutôt à l'aise, les bras sont en avant, mais les jambes, pour une sportive, sont pas trop repliées. Le réservoir est gigantesque, limite, à part un peu d'appui à basse vitesse, on est plutôt bien pour tailler la route et la tailler vite. Le moteur, étonnamment, est rempli un peu à tous les régimes. Il y a du couple dès les bas régimes, dès 3-4 000, ça tracte bien. Il n'est pas violent dans les tours, mais la poussée est quand même, je dirais, soutenue jusqu'à zone rouge à 11 000. Bah, à 8, ça pousse, à 9, ça pousse, et à 10, ça pousse encore. Donc c'est un moteur qui est plutôt sympa. Là, on a des pots MIG qui sont un petit peu libérés, pas trop méchants, mais ça lui donne un joli caractère. Et c'est une moto qui est sympa à rouler. Le problème, c'est que c'est fait pour les grandes routes, c'est fait pour les grandes routes rapides. Et dès que c'est technique et sinueux, sincèrement, il fallait des bras de camionneur et puis on ne peut pas la brusquer comme une autre moto japonaise. Elle est lourde, elle embarque, il y a une inertie de dingue, il faut tout décomposer et ça ne le fait juste pas. Ce qui est intéressant dans cette moto, c'est qu'il est réputé pour être plutôt fiable. Il y a quelques faiblesses connues sur les moteurs Triumph, sur les roues libres de démarreur, etc. Mais il y a des trappes astucieuses pour les travailler. On trouve encore parfois quelques petites pièces. C'est une moto qui est fiable. Elles sont faites, les Triumph anciennes font souvent de gros kilométrages. C'est une bonne routière en solo comme en duo. Et puis surtout, c'est une moto qui est rare. Et comme elle n'intéresse personne, elle ne vaut pas très cher. Alors voilà, avez-vous découvert des choses sur la 1000 Daytona Triumph? Dites-le nous dans les commentaires. Avez-vous envie d'acheter une 1000 Daytona? On en trouve pas beaucoup, mais ça vaut quoi? Le prix, c'est moins cher qu'une 125 Varadero au bout de sa vie. Donc franchement, pour un 1000 anglais, produit une seule année et rarissime, c'est cadeau. C'est fiable. Et puis, autre question, Triumph, ils sont en Moto 2, comme motoristes, ils gagnent tout. Forcément, il n'y a que. Ils ont construit une des meilleures sportives mid-size de toute l'histoire de la moto, qui est la Daytona. À quand une grosse Triumph Daytona moderne et plus agile que celle-là, s'il vous plaît? Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Soyez prudents. Jusqu'à la prochaine. Apéro, off, essai, débrief de GP. Il y a plein de choses sur la chaîne YouTube de Motomag. Bisous sur le casque, soyez prudents et à bientôt.